Alors effectivement, tu as rappelé effectivement la phrase de Nicolas Sarkozy, hein, qui, à l'issue donc de cette rencontre à Dormi vos couleurs, a terminé son discours Jeanne d'Arc, la plus belle image de la France. Et le lendemain, donc le 7 janvier 2012, Le Monde publiait une tribune Jeanne d'Arc internationale, une tribune signée de l'historien allemand Gerd Krumeicht. Alors effectivement, Jeanne d'Arc n'est pas qu'un phénomène franco-français, hein, et son rayonnement s'exerce non seulement donc en Europe, mais dans le monde entier. Et effectivement, le sujet que tu l'as rappelé, qui a donné lieu à l'un de mes cours de master à Nancy, a retenu depuis une vingtaine d'années l'attention donc des chercheurs par une ou plusieurs communications lors de colloques consacrés à Jeanne d'Arc, comme Jeanne d'Arc ou la Lorraine ou Jeanne d'Arc en histoire et musique que j'avais co-dirigé, ou encore Jeanne d'Arc mythe et histoire ou Jeanne d'Arc politique, voire des rencontres entières ont porté sur cette thématique, comme Jeanne d'Arc dans les littératures européennes, tandis que quelques thèses de littérature, comme celle de Marceline Braun, ou encore des thèses de musicologie de Julie Desramond ou d'Alexandra Cherchu, ont aussi abordé cet aspect. Jeanne d'Arc, effectivement, a sa statue dans de nombreux pays et sa place dans les ouvrages d'histoire, les œuvres littéraires et musicales du monde entier, sans oublier le cinéma, la bande dessinée, les mangas et les jeux vidéo. Mais où s'est exercée cette influence, ce rayonnement, et par quel biais? A-t-on vraiment compris Jeanne d'Arc hors de France? Quelle image en est donnée et renvoyée vers la France? En Europe, comme le rappela donc Monseigneur Dupanloup dans son panégyrique de 1855, Jeanne d'Arc est présente. Jeanne d'Arc, dit-il, appartient à la grande histoire européenne. En fait, ce rayonnement européen est ancien, puisque Jeanne est connue dès la fin du Moyen Âge. Elle est citée dans nombre de chroniques allemandes, castillanes, italiennes des XVe et XVIe siècles, où elle est présentée souvent positivement, à l'inverse, on l'imagine, des sources bourguignonnes et anglaises. À la fin du XVIe siècle encore, Shakespeare, dans la première partie d'Henri VI, la présente comme un mélange de courtisane et de sorcière. Mais les choses changent en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, dans le contexte du pré-romantisme, où il suscite l'intérêt de poètes comme Robert Southey ou Samuel Coleridge, lequel salue cette brillante héroïne qui, par l'harmonie, dit-il, entre ses paroles et ses actes, et son inspiration surnaturelle, fait partie de ceux qui forgent la destinée des nations. Alors cet intérêt pour la pucelle s'est accentué au XIXe siècle en Angleterre avec une vague de conversion d'intellectuels au catholicisme à la suite du cardinal Neumann. Francophile, et on le sait, ayant noué des relations d'amitié avec Napoléon III, la reine Victoria aurait commandé un portrait de Jeanne pour sa collection personnelle. De fait, entre la fin du XIXe et 1920, plus d'une trentaine de tableaux de la pucelle ont été peints par les Anglais, souvent un peu associés à Saint-Georges. Pendant la Grande Guerre, elle est devenue le signe de l'alliance de ces deux nations contre l'Allemagne. Dès l'année de sa canonisation en 1920, une église lui est consacrée à Londres et d'autres suivront. Et en 1923, elle a été installée sa statue dans la cathédrale de Winchester, en face du tableau de l'évêque Henri Beaufort, qui avait assisté Pierre Cauchon lors du procès de Rouen, et on connaît donc le fameux tableau qui en fait mémoire, et donc la statue est donc placée de manière tout à fait symbolique. Alors, elle est l'œuvre d'un Écossais, Ninan Cooper. Elle comporterait dans son socle une pierre provenant de la prison donc, de Jeanne à Rouen. En 1925, dépliant de la cathédrale, la présente derrière ses statues comme un léger acte de réparation et un gage que nous, en Angleterre, nous joignons à l'admiration et à la vénération que lui porte la grande nation qui, en son temps, en était notre vaillant ennemi, mais qui est maintenant devenu notre ami de confiance et notre allié héroïque. Bien entendu, il s'agit de la France. La célébrité de Jeanne continue de nos jours. Tout à l'heure, il en a été fait mention. La BBC multiplie effectivement ces dernières années des documentaires sur l'épopée joannique et certains journalistes sont allés jusqu'à affirmer qu'elle a créé l'Angleterre en chassant les Anglais de France, donc en les orientant vers une politique maritime. Une récente pièce de théâtre controversée a été jouée donc en août 2022 au Shakespeare Globe, un des théâtres londoniens les plus réputés, où Jeanne transgresse les genres, la mode. En fait, il s'agit d'une adaptation de l'image de la pucelle, mais qui reste révélatrice de l'intérêt qu'elle suscite toujours outre-Manche.
Si Jeanne effectivement a été revendiquée par donc effectivement les Français, surtout ceux des frontières de l'Est, et là je sais de quoi je parle, après la guerre de 1870, pour bouter, comme on le disait, l'ennemi donc allemand hors des provinces perdues de Lorraine et d'Alsace, elle est connue de l'autre côté du Rhin. Dès le début du XIXe siècle, comme en témoigne l'œuvre de Friedrich Schiller, qui en riposte à Voltaire a rédigé en 1801 Die Jungfrauen von Orléans. La pièce connaît un succès énorme, puisqu'elle est jouée en France et en Allemagne plus de 250 fois jusqu'en 1850 et va jusqu'à inspirer les opéras de Verdi et de Tchaïkovski, même si elle est éloignée de la réalité historique, puisque Jeanne, vous le savez, tombe dans ce texte amoureuse d'un Anglais prénommé Lionel et meurt sur le champ de bataille. Mais elle rejoint l'intérêt croissant en ce début du XIXe siècle pour les héros, les aspirations de la liberté et la construction des nations. En 1834, Guy de Gorès, fils de l'écrivain catholique Joseph Gorès, rédige à son tour une vie donc de Jeanne d'Arc, une première biographie historique de la Pucelle qu'il décrit comme une fille du peuple mandatée par Dieu. L'ouvrage repose sur le solide dépouillement d'archives des procès de Jeanne et autres sources narratives et épistolaires du XVe siècle. Et en fait, ce dépouillement est antérieur à l'édition de Quicherat, dont il a été fait mention tout à l'heure, donc édition d'un français. Donc, un Allemand a dépouillé de manière scientifique les sources bien avant en français. Alors, cet ouvrage de Gorès a eu un impact. Il a été rapidement traduit en français et prolongé par les travaux de l'historien français Henri Vallon, qui inspire à son tour Monseigneur du Panlou. Donc il y a une filiation intellectuelle entre Guy de Gorès et finalement donc Monseigneur du Panlou. Donc un Allemand, vous voyez, qui a permis une redécouverte de Jeanne et de la sainteté de Jeanne. Ajoutons donc Gerd Krumeich, autre historien allemand contemporain, professeur émérite à Düsseldorf, est devenu une référence incontournable sur Jeanne d'Arc, comme en témoignent ses ouvrages donc bien connus, Jeanne d'Arc en vérité ou Jeanne d'Arc à travers l'histoire. Mais ce rayonnement donc de Jeanne s'étend aussi aux confins donc de l'Europe. Il n'est point de mal dont il ne naisse un bien, aurait dit Voltaire. Ainsi, sa Pucelle d'Orléans, où évidemment il est plus que satirique envers Jeanne, aurait contribué néanmoins à faire connaître celle-ci en Russie dès la charnière des XVIIIe et XIXe siècles. Et en fait, elle suscite une interrogation et les Russes ont voulu en savoir plus finalement sur Jeanne et des auteurs, et non des moindres, s'y sont intéressés. Pouchkine, Turgenev, Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov, sans oublier le parade de Tchaïkovski évoqué tout à l'heure. Car l'héroïne, en fait, est bien connue dans la culture russe, chez les élites russes du XIXe siècle, francophiles et francophones. Elle est ainsi assimilée très vite par la culture russe, à tel point que des femmes comme Nadezhda Dourovna, habillée en homme qui devient officier dans la cavalerie du tsar, a pu être considérée comme une Jeanne d'Arc russe. Et le terme de Jeanne d'Arc est devenu presque un nom commun. Au XXe siècle, les œuvres inspirées par la Pucelle ont plutôt pris la forme de poésie, qui compare son destin à celle de l'émigration russe et témoigne de sa popularité chez les Russes blancs. L'intérêt pour Jeanne s'est manifesté à nouveau en Russie même, après la chute du mur de Berlin, comme le montre la création en 1985 du centre Jeanne d'Arc Charles Péguy, associés donc tous deux donc dans ce centre donc de Saint-Pétersbourg. Et c'est également dans cette même ville qu'en 2021 a été donc installée, vous voyez ici l'inauguration, une statue donc de l'héroïne. Alors hors d'Europe, Jeanne a aussi été diffusée dans les terres francophones. Le continent africain l'a découverte dès la colonisation. Dans plusieurs pays, des églises portent encore son vocable, de même que la cathédrale d'Mbaki en République centrafricaine. Et là encore, comme en Russie, son nom est donné à des femmes dont la vie présente des similitudes avec la sienne. C'est le cas de deux d'entre elles qui, en Algérie, ont lutté pour la liberté de leur peuple. La Kaena, une reine pivot de la résistance autochtone, tuée en 701, vous voyez, c'est le plus ancien, lors de la conquête arabe, qui est devenue au cours des siècles un symbole berbère, ou encore Lala Fatma Semor, qui en 1850 participa à la résistance kabyle pour repousser l'armée française. Dans l'actuel Angola, Quimpa-Vita, condamné au bûcher en 1686 par les Portugais, a été à partir du XIXe siècle
aussi qualifiée de Jeanne d'Arc congolaise. Vous voyez un texte, le texte, la publication donc d'une thèse qui lui a été consacrée. Le Canada français, donc le Québec, a commencé à s'intéresser à Jeanne d'Arc, surtout après 1850, par la presse, la littérature, le théâtre, les chansons. Le clergé catholique a fait de Jeanne un idéal patriotique. Ainsi, une place importante lui a été réservée lors du Congrès eucharistique de Montréal en 1910, un an donc après la béatification. Et de grandes fêtes ont été données pour sa canonisation en 1920. Son image est annexée au nationalisme, mais aussi donc à la défense des droits linguistiques et religieux des Canadiens français. Le féminisme en est aussi emparé. Et le prénom Jeanne d'Arc, finalement, s'est popularisé. Et on a érigé aussi donc, toute une série de statues de Jeanne sur les places de Montréal, Québec ou Laval. Des statues parfois copies de statues françaises. En particulier, il y a une copie à Montréal de la statue de Maxime Réal del Sarté qui a été montrée tout à l'heure avec effectivement la jeune fille tenant le rôle de Jeanne d'Arc à Orléans. Mais également des statues créées donc, par des Canadiens. Et le monument le plus révélateur est celui de Sillery, inauguré en 1931, vous voyez à l'écran, œuvre de Jules Deschamps. Il associe le destin de la pucelle aux origines de la Nouvelle-France, rappelé sur le socle par un cortège d'hommes et de femmes qui ont contribué à la fonder et se place dans la continuité de la mission donc, de Jeanne. Cet intérêt se poursuit de nos jours avec le dernier album de la chanteuse bien connue Natacha Saint-Pierre qui mène actuellement une tournée à travers la France avec un certain succès. Jeanne a fait aussi, si on reste sur le continent américain, l'objet d'un engouement peut-être plus profond aux États-Unis, où elle accompagne tous les moments importants de l'histoire du pays. Les premières traces remontent à la fin du XVIIIe siècle, dès la guerre d'indépendance, puisqu'en 1798 est composée par John Burke une pièce de théâtre, Le patriotisme féminin ou la mort de Jeanne d'Arc, qui transpose le conflit franco-anglais du XVe siècle dans le conflit anglo-américain du XVIIIe siècle visant à se libérer des Anglais. Effectivement, Jeanne et les Américains ont le même ennemi, donc forcément, il y a un rapprochement qui s'explique. Et effectivement, l'auteur ne s'en prive pas et donne cours à son hostilité envers l'Angleterre. Mais aussi à des sentiments féministes rappelant le rôle des femmes dans la guerre d'indépendance. Jeanne revient sur le devant de la scène lors de la guerre de sécession. Elle est d'abord revendiquée par les unionistes du Nord anti-esclavagistes, notamment par Anna Dickinson, surnommée la Jeanne d'Arc de la cause donc de l'Union, connue par ses prises de parole contre l'esclavage et ses visites aux soldats pour galvaniser les troupes. Plus surprenant, les confédérés du Sud vont aussi revendiquer Jeanne, dans le contexte de débâcle qui suit la défaite de Gettysburg et la perte d'Atlanta, pour tenter de remobiliser les troupes. La Première Guerre mondiale fait davantage ressortir Jeanne d'Arc. Si l'entrée en guerre des États-Unis est tardive, le soutien des Américains, et je dirais peut-être plus même des femmes américaines, envers la France est assez précoce et s'accompagne d'un intérêt pour Jeanne d'Arc, considérée comme un symbole français. Il en résulte au début de la guerre une floraison de pièces de théâtre, de biographies, de récits romancés dont elle est le sujet, et l'érection de sa statue dans plusieurs grandes villes, notamment New York et Washington, vous voyez la statue de New York de 1915. De même, des grandes cérémonies commémoratives ont lieu dès 14 juillet, en particulier devant la statue de Jeanne d'Arc à Philadelphie. La statue donc, de Philadelphie qui est une des 3 copies qui seront installées donc, aux États-Unis de la statue parisienne de Frémier. Sans oublier un film donc, à grand succès de Cécile B2000 de 1916, ou encore des affiches pour mobiliser les femmes américaines dans l'effort de guerre sous le modèle de Jeanne d'Arc. Et vous voyez effectivement cette affiche avec effectivement cette légende qu'on peut traduire ainsi: Jeanne a sauvé la France, femme d'Amérique, sauvez votre pays, achetez des bons d'épargne de guerre. Lorsque les soldats américains partaient pour la France, on glissait dans leur sac des guides pour visiter Domremy et les environs. Et puis, des discours accompagnaient donc leur départ et on développait donc l'idée que ces soldats, comme Jeanne, devaient remplir une mission.
Et le président Wilson a aussi fait ce parallèle avec Jeanne d'Arc, dans laquelle il voit l'incarnation de l'enthousiasme le plus pur qui permet de réaliser tout ce qui est héroïque et beau. Dans l'entre-deux-guerres, Jeanne d'Arc continue à interpeller, mais sa représentation évolue. Et elle fait l'objet de plusieurs pièces de théâtre qui en donnent des interprétations un peu différentes, telle Georges Bernard Shaw, qui s'intéresse au libre arbitre et fait de Jeanne la première protestante. Ou encore Bertolt Brecht, qui fait de Jeanne l'incarnation d'une critique sociale, ou encore Delteil, qui s'attarde sur sa personnalité complexe et voit aussi en Jeanne une figure contestataire. La Seconde Guerre mondiale, à nouveau, fait revenir donc Jeanne d'Arc, qui figure alors parmi les super-héros mis en évidence. Elle incarne les femmes qui s'émancipent en participant à l'effort de guerre, à l'armée ou dans les usines. Telle une super-héroïne, Pat Patriote, qui est une figure très populaire de bande dessinée à l'époque, surnommée la Jeanne d'Arc de l'Amérique, qui apparaît dans les écrits à partir d'août 1941, qui est une fille du peuple, qui prend la défense des ouvrières, victimes des cadences infernales sur les chaînes de montage, qui affronte à main nue les espions et les saboteurs du Troisième Reich, et qui finit par rassembler autour d'elle des groupes de combattantes au féminin. On s'éloigne donc de la véritable Jeanne d'Arc pour déplacer son personnage vers des valeurs qu'elle est censée incarner dans un contexte particulier. Alors, au lendemain de la guerre, Jeanne fait les beaux jours des productions hollywoodiennes, avec les films de Fleming ou de Preminger. Dans les années 1980, Jeanne devient l'héroïne de jeux vidéo. En fait, elle correspond bien aux règles du genre, une puissance narrative, la place à des compagnons de combat, et puis la menace d'ennemis. Avec une Jeanne d'Arc, donc, avec des formes un petit peu particulières, c'est certain. Et puis, au début du XXe siècle, on voit se développer une autre utilisation de Jeanne d'Arc, devenue une figure androgyne, la mode qui s'intéresse et qui s'interroge sur les frontières entre les genres, comme dans une chanson que lui consacre Madonna en 2015, même si celle-ci ne cache pas son admiration pour la pucelle. J'ai toujours été attirée par le récit de sa vie et plus que par toute autre chose, par son engagement pour les causes auxquelles elle croyait. Elle n'a pas reculé face à la mort et c'est quelque chose qui me parle. Les femmes ont besoin de modèles comme celui-là, d'autant qu'il y en a peu. Jeanne connaît aussi le succès donc, en Asie, pourtant éloignée de la culture chrétienne occidentale. En Chine, elle est rapprochée de la chinoise Mulan, qui aurait vécu donc, une vie un petit peu difficile parfois à situer, mais on pense que ce serait au VIe ou au VIIe siècle, et qui surtout a été popularisée au XXe siècle par les studios de Disney. En fait, pour remplacer son vieux père, appelé à partir combattre pour les Mongols, Mulan se fit passer pour un homme. S'est coupé les cheveux et a revêtu une armure. Sur les champs de bataille, elle s'illustra comme Jeanne d'Arc par sa bravoure et son courage, mais également par ses valeurs morales. De même, une copie de la statue de Jeanne d'Arc d'Orléans, due à la princesse Marie d'Orléans, a été inaugurée en 2018 dans la ville chinoise de Jiangsu, jumelée donc avec Orléans. Au Japon, Jeanne est plus célèbre encore. En fait, au Japon, où on la surnomme Yano Daruku, on commence à en parler un petit peu à l'époque Edo, malgré la fermeture du pays, grâce à des contacts gardés avec les Hollandais. Mais c'est vraiment à partir de l'ouverture du pays qui suit l'instauration de l'ère du Meiji en 1868 qu'elle est davantage connue. Et sa première biographie en japonais paraît dès 1872, donc ce qui est très précoce. Et Jeanne a été rapidement intégrée à la culture nippone avec 3 autres personnages de l'histoire de France, Marie-Antoinette, Napoléon et Louis XIV. Elle est présente dans les manuels d'histoire et dans toute une littérature parascolaire qui s'adresse à des enfants de 10-12 ans, notamment dans des séries de biographies de personnages célèbres de l'histoire mondiale, ainsi que dans des mangas didactiques. Il existe aussi tout un savoir littéraire sur Jeanne d'Arc, à commencer par le théâtre.
l'Alouette, dont on a entendu un extrait tout à l'heure, a été représentée avec succès à partir de 1957. Et Jeanne au bûcher de Claudel Honegger a été mise en scène pour la première fois en 1958 lors du Festival artistique de Tokyo et a eu ensuite 6 reprises jusqu'en 2006. À ceci s'ajoute, ce qui est beaucoup plus surprenant, des créations japonaises. Et notamment une pièce Jeanne d'Arc dont le rôle principal a été interprété par une jeune actrice en vogue, Orika Maki, durant l'automne 2010 à l'Atensika Theater de Tokyo, a connu vraiment un grand succès. Pour l'auteur, cette pièce s'adresse particulièrement aux jeunes Japonais d'aujourd'hui, qu'elle décrit résignés, désenchantés, inquiets de la situation de leur pays. Et Jeanne leur est proposée en modèle de pureté, de courage et de force morale, et apportant un message d'espoir. Alors Jeanne d'Arc a investi aussi très largement les mangas. Certains plus respectueux du personnage, comme celui que vous voyez à l'écran, d'autres s'en écartant, mais toujours avec les clichés propres aux Asiatiques sur les Européens, qui sont souvent représentés blonds aux yeux bleus. Et vous voyez que la Jeanne d'Arc de l'écran n'échappe pas donc à cette règle. Mais Jeanne d'Arc est aussi présente dans la culture pop et dans les jeux vidéo. Et les jeux vidéo qui nous reviennent en Occident. Et finalement, cette image de Jeanne d'Arc japonais nous revient. Au-delà de quelques interprétations fantaisistes, une image domine, celle d'une jeune fille courageuse et de tous les combats. Jeanne d'Arc fait donc au XXIe siècle partie de la culture japonaise. En 2012, lors du colloque que je faisais allusion tout à l'heure, l'une de mes collègues de l'Université de Tokyo, française mariée à un japonais, Christelle Robben-Sato, avait tenté un sondage d'opinion dans les rues de Tokyo. Et ce sondage révélait des conclusions assez surprenantes. Elle montrait finalement que les Japonais connaissaient très bien Jeanne d'Arc. En tout cas, ils connaissaient les noms de lieux associés à son histoire. Ils avaient plusieurs choix et ils cochaient les bonnes cases. Et qu'elle est pour eux un modèle de patriotisme, de courage, de force morale et appartient à la catégorie du héros tragique et a des affinités avec les samouraïs. Et effectivement, aussi au Japon, toute jeune fille donc courageuse ou jeune femme courageuse qui s'oppose, résiste à donc des injustices, à des catastrophes humaines ou naturelles, est appelée aussi donc une Jeanne d'Arc. Et il est donc guère étonnant que les Japonais constituent aujourd'hui le premier groupe de visiteurs étrangers à Domrémy et à Orléans. Alors pour conclure, on a parfois prétendu que les étrangers ne pouvaient rien comprendre à Jeanne d'Arc. Or, ils la connaissent bien. Et bien mieux que peut-être nous pouvons connaître des personnages de la culture nippone. En tout cas, ils la présentent comme une héroïne courageuse, menant de justes combats, même si son image a été parfois un petit peu déformée ou exagérée. On présente d'elle une féministe militante, une contestataire de l'ordre social, traversant les clivages de genre, une figure de mandat et de culture pop, parfois réinterprétée à la mode gothique. Mais ces déformations existent aussi en France. En tout cas, ce rayonnement montre Jeanne continue d'interpeller, qu'elle reste pour les étrangers une héroïne française majeure qui a contribué à construire la France et qu'elle combat pour des valeurs qu'elle incarne, la droiture, le courage, l'engagement pour de justes causes, qui n'hésite pas à aller jusqu'au sacrifice d'elle-même et qui reste toujours fidèle à son Dieu et à sa foi. L'image de Jeanne se confond aussi avec la France et le meilleur de notre pays, à savoir les valeurs qu'on lui attribue toujours aujourd'hui. Et peut-être avons-nous besoin du regard de l'étranger pour les rappeler. Je vous remercie.